André Ayekpa, la soixantaine révolue, est cadre financier à la retraite et fils de la région des Grands Ponts. Il vit à Gbeyiri, village situé sur l'île des Blés, à environ 30 km de Jacquesville. Son amour pour les animaux l'a poussé en 1985 à élever des crocodiles. Tout le monde sait que j'aime les animaux. Donc quand ils ont un animal, ils gardent ça pour moi. C'est ainsi qu'un jour, je suis venu d'Abidjan. On m'a présenté un petit crocodile qu'on a pris dans les filets. Je l'ai gardé. Ensuite un deuxième, un troisième. Et puis, quand ils ont grandi, qu'ils ont commencé à se reproduire, je me suis retrouvé avec le nombre de crocos que j'ai. Élevés dans 3 stations, ces animaux suscitent beaucoup de curiosité. Ces reptiles qu'il dit nourris de ses propres moyens consomment du poisson et de la viande. Je les nourris avec du poisson. Nous sommes au bord de la lagune là et on a beaucoup de poissons. Puis j'ai des poulets, des chèvres, des moutons. André souhaite l'aide de bonne volonté en vue de lui permettre de s'occuper correctement de ces crocodiles. Pour entretenir son élevage, il est parfois obligé de vendre. Je les ai élevés, puis maintenant, comme c'est nombreux, il y a des gens qui sont intéressés. Il y en a qui achètent pour utiliser la peau. Pour lui, ces reptiles sont inoffensifs. Cependant, il faut être prudent quand il s'agit de leur servir le repas. Il faut toujours passer devant. Quand vous passez devant, il sait que c'est pour manger. Vous venez nourrir un animal, même s'il a faim, il ne va pas vous attaquer. Nous, on reste à l'extérieur pour leur donner à manger. Quand on va nettoyer, on les chasse, ils rentrent tous dans le bassin et puis on leur donne à manger. Marié et père de 5 enfants, cet économiste à la retraite élève, en plus des crocodiles, plusieurs autres animaux, dont les tortues de mer et de terre. Les populations de Kouvé, village situé sur l'île du Blé, à une trentaine de kilomètres de Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, sont heureuses. Elles n'utiliseront plus les pirogues artisanales ou à moteur pour regagner leur village. Les habitants de ces villages, tout comme ceux des 3 autres villages et campements qui composent l'île des Blés, bénéficient d'un bac à treuil manuel d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Les clés de ce bac ont été remises aux populations par le ministre Marcel Amontano, par ailleurs fils de la région. Nous sommes venus remettre donc officiellement le bac à ces populations des 4 villages et du campement important pour qu'elles puissent enfin se déplacer dans de meilleures conditions et en toute sécurité. Chefs traditionnels, élus et cadres de la région, guides religieux mais aussi populations, tous saluent ce geste. Grâce à ce bac, les populations de l'île vont rallier la terre ferme, faire leurs besoins. En tout cas, le désenclavement qui précède le développement arrive, c'est la grande joie. La fois passée même, j'ai un collègue avec une petite pirogue qui a vu sa moto se renverser dans l'eau. Avec l'avènement de ce bac, nous allons vraiment nous déplacer dans de parfaites conditions et sans problème, sans difficulté. On va entretenir, on va l'utiliser comme il se doit. Précisons que la gestion de ce bac a été confiée à l'agence de gestion de la route AGEROUTE. Une traversée sur l'île des Blés à bord du nouveau bac a mis fin à la cérémonie. Les travaux préparatoires du projet Métro d'Abidjan, ligne 1 à Niama-Port-Boué, ont démarré ce mercredi avec une rencontre tripartite entre le ministère des Transports, le groupe concessionnaire international chargé du projet et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire qui va investir environ 26 milliards de francs CFA. Chaque partie a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement du projet. Deuxième étape de cette entrevue, la visite du chantier situé dans la commune du Plateau. Objectif, s'enquérir de l'avancée des études topographiques et géotechniques. Ces analyses devraient durer 3 mois. Actuellement, nous avons 8 ouvrages à relever, mais je peux rassurer la population que le travail se passe très bien. Nous sommes à notre 2e ouvrage. Nous sommes chargés de faire les études de sol, ce qu'on appelle communément la géotechnique. Ces études-là nous permettent de pouvoir définir les caractéristiques du sol, c'est-à-dire la nature du sol, leur compacité, ce qui va permettre de construire des ouvrages solides tout au long du tracé. Le ministère des Transports a ainsi réitéré son engagement pour la réussite du projet Métro d'Abidjan. En octobre 2019, la première phase sera disponible et en octobre 2020, l'intégralité du projet sera mise en service. Et donc l'ensemble des Abidjanais pourra profiter donc de ce projet innovant
et qui va constituer l'épine dorsale du système de transport urbain d'Abidjan. Le métro d'Abidjan va relier l'axe nord-sud de la capitale économique, allant d'Abobo à Niama, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, pour une distance de plus de 37 km. À Djigbadougou, village situé à 22 km de Diokwe dans le Guémont, aller à l'école est source de bien d'ennui. Manque d'infrastructures, de matériel didactique. Élèves et enseignants font face à bien de situations. Il y a un vent qui soufflait et puis la patame est tombée. Malheureusement, j'ai été sous la patame. Il a fallu l'intervention de mon frère pour que je puisse vivre aujourd'hui. Un peu plus loin, dans le village de Flampleux, les apatames servent aussi des salles de classe. Nous travaillons dans des conditions pénibles, vu vraiment l'état des tables-bancs, des tableaux sur lesquels nous travaillons. Pour cette année scolaire 2015-2016, une bouffée d'oxygène pour ces deux villages. L'ONG IRC offre pour chaque village des infrastructures modernes. Un bâtiment de 4 classes pour le préscolaire et le primaire avec table-banc et matériel didactique, un bureau pour le directeur, un magasin, un point d'eau et des latrines. Coût des ouvrages, près de 70 millions de francs CFA. Pour l'ONG, c'est un appui au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour un accès à une éducation de qualité. Un geste salué par autorités et acteurs du système éducatif, mais les besoins sont immenses. À Diokwe, par exemple, nous avons 130 écoles primaires publiques, préscolaires et primaires. Et sur les 130 écoles que nous avions, il y a 98 qui sont en matériaux provisoires, c'est-à-dire construits en bambou et en paille qui abritent les enfants. Donc vous voyez, c'est les 2 tiers de ces écoles-là qui sont en matériaux précaires. De réels besoins, l'ONG annonce que son action va s'intensifier dans la zone. 4 autres écoles sont annoncées dans les prochains mois. La Fédération ivoirienne d'athlétisme a récompensé les meilleurs athlètes locaux de la saison 2015. Une sympathique cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Emmanuel Diolo du district d'Abidjan. Le parrain Mamadi Diané, conseiller spécial du président de la République, tout en félicitant les lauréats, les a exhortés à plus d'efforts. Quand vous y donnez, donnez-vous à fond, suivez les conseils de l'entraîneur. Chez les cadets, Ndri Ange en dame et Krakwaku Ezekiel en homme, champion de Côte d'Ivoire 2015 sur 100 mètres et 200 mètres, tous deux du Centre Athletic Club de Yamoussoukro. Parmi les athlètes honorés, le jeune Sisségue Arthur, récent médaillé d'or aux Jeux africains de Brazzaville, avec le relais 4x100. Il a été également désigné meilleur junior 2015. Sisségue Arthur est champion de Côte d'Ivoire sur 100 mètres et 200 mètres. Je suis très heureux pour ce trophée parce que j'ai travaillé très dur pour avoir ce trophée. Les officiels techniques et les entraîneurs n'ont pas été oubliés. Les meilleures ligues et les meilleurs clubs ont été également honorés. Yamoussoukro a été désigné meilleure ligue de l'intérieur, tandis que Olympique Marcory et Central Athletic Club de Yamoussoukro étaient reconnus comme meilleur club. Talou Marie-José, double médaillé d'or aux derniers Jeux africains de Brazzaville sur 100 mètres et 200 mètres, était présente à cette cérémonie. Une habitude dans la famille, vendre l'un de ses reins sur le marché noir au Bangladesh. Il y a 2 ans, Belal s'est fait opérer, comme sa femme avant lui. Sa belle-sœur l'a imité il y a quelques mois. Chacun a été payé environ 4 000 $, une fortune ici, qui a permis à Belal de régler ses dettes. J'étais endetté, je devais plus de 2 500 $. J'ai fait plusieurs emprunts pour ma famille et je n'arrivais pas à les rembourser. Le district de Kalaï est devenu la plaque tournante d'un business florissant mais illégal. La loi n'autorise les transplantations d'organes qu'entre membres d'une même famille. Mais les plus riches s'en affranchissent et contre des sommes conséquentes, les donneurs sont prêts à fermer les yeux sur les risques. J'ai constamment des problèmes de santé, je me sens toujours fiévreuse, j'ai des douleurs tout le temps et j'ai beaucoup d'autres problèmes. Je ne peux pas rester assise pour travailler, je me sens mieux debout. Je ne peux rien porter de lourd, rien du tout. Selon la police, le trafic est alimenté par d'anciens donneurs devenus rabatteurs et payés pour chaque recrutement.
Environ 200 villageois auraient vendu un rein ces 10 dernières années. C'est désormais un cas par semaine. La plupart de ces opérations illégales se fait en Inde pour échapper aux autorités bangladaises. Ils fabriquent des faux documents, des faux passeports, de fausses cartes d'identité. Ils font aussi de faux certificats pour aller avec. Ensuite, ils passent la frontière et ils reviennent après l'opération. Avec la pénurie de donneurs et les prix offerts sur le marché noir, difficile de penser que le trafic d'organes s'arrêtera prochainement dans la région, malgré les risques pour les plus pauvres.